Je me tenais là, devant une foule d'élites new-yorkaises, enfin parisiennes si on veut être exact, une plume en main. Le bruit assourdissant des conversations feutrées, le cliquetis des verres de champagne, tout semblait se condenser autour de moi, étouffant l'air. Comment en étais-je arrivé là, à quelques mètres de la somptueuse piscine à débordement de cette villa de Saint-Tropez, sur le point de signer un document qui devait sceller mon sort? Ce n'était pas un simple contrat, c'était une guillotine en papier, posée là pour que tout le monde voie. C'était il y a, quoi, 6 mois, le temps est devenu une bouillie indistincte depuis que j'ai mis les pieds dans leur monde. Mais la première fois, la vraie humiliation, c'était à Paris, quelques semaines auparavant. Je me souviens de la raideur du restaurant, le 5, près des Champs-Élysées. L'air y était toujours d'une netteté clinique, imprégné d'un vague parfum de truffe et, pour moi, d'argent ancien. Un contraste saisissant avec mon petit loft de Belleville, où l'odeur de térébenthine et de peinture fraîche était mon quotidien. Je m'étais senti déplacé, même dans la robe de cocktail bleu marine que j'avais dénichée dans une friperie chic du Marais. Vintage, disait l'étiquette. Mais à côté de Sophie de Montaigne, assise en face de moi, avec son tailleur Chanel qui valait l'équivalent de mes 10 dernières années de loyer, je ressemblais à une patate oubliée au fond d'un placard. Elle était là, sculpture de glace et de diamants, me regardant à peine. À côté d'elle, Pierre de Montaigne, le patriarche, un homme qui évaluait les gens en mètres carrés et en rentabilité. Et à ma droite, Julien, mon Julien, le même homme qui m'avait demandé ma main un soir de pluie sur un toit terrasse de Pigalle. Il me serrait la main sous la table, sa paume moite. Il était le golden boy des de Montaigne, l'héritier tant convoité, mais ce soir-là, il ressemblait à un enfant attendant une fessée. Sophie a attaqué. Sans un regard pour moi, elle a découpé sa noix de Saint-Jacques avec une précision chirurgicale. Julien nous dit que vous êtes artiste. Elle a prononcé le mot artiste, comme on dirait Gale ou peste. C'était clair, le jugement était déjà là. Je suis illustratrice, avais-je corrigé doucement, en gardant ma voix aussi stable que possible. Mon cœur battait de la chamade, mais je ne devais rien laisser transparaître. Je travaille en freelance pour des maisons d'édition et quelques agences de marketing digital. Freelance? A grogné Pierre, sirotant un pinot noir qui devait être plus vieux que moi. Instable, pas d'action, pas de compte d'épargne. Je gère, monsieur de Montaigne, avais-je répondu avec un sourire que je sentais contraint. Je n'ai jamais manqué un loyer. Sophie avait posé sa fourchette. Le bruit métallique sur la porcelaine fine avait résonné comme un coup de marteau de juge. Justement, vous payez un loyer, Marie. Nous possédons les immeubles qui dominent les toits de Paris. Julien avait éclairci sa gorge. Mère, s'il vous plaît, nous sommes ici pour fêter nos fiançailles. Marie et moi. Nous sommes ici, avait interrompu Sophie, ses yeux se posant enfin sur les miens avec une intensité terrifiante. Pour discuter des réalités de cette union. Vous êtes une jolie jeune femme, Marie. Vous avez un certain charme, disons, rustique, mais Julien est un de Montaigne. La fortune familiale est estimée à 400 millions d'euros. C'est un écosystème complexe d'actifs, de holding offshore et de propriétés historiques. J'avais retiré ma main de celle de Julien. Je savais ce qui allait suivre. J'avais vu ça dans les films, mais la réalité était bien plus glaciale. Je n'épouse pas Julien pour son argent, Sophie. Bien sûr que non, avait souri Sophie, un sourire sans chaleur, sans âme. C'est ce qu'elles disent toutes, ma chère. Mais l'amour s'estompe. Une pension alimentaire, c'est pour toujours. Si vous épousez réellement mon fils par amour, vous n'aurez aucune objection à signer un contrat de mariage. J'avais regardé Julien. Il fixait son verre d'eau. Son silence en disait long. Julien. C'est une procédure standard, Marie, avait-il murmuré, sans jamais croiser mon regard. Papa a fait signer un contrat à maman. C'est comme ça que la famille fonctionne. Ça protège tout le monde.
Ça te protège, oui, avais-je dit, une étincelle de colère commençant à brûler en moi. Ça protège le patrimoine, avait aboyé Pierre. Nous avons fait rédiger le contrat par les meilleurs avocats. Maître Dubois de Cravatte s'en charge. C'est une cuirasse. Vous repartez avec ce que vous avez apporté. Rien de plus, rien de moins. Sophie avait sorti de son sac Hermès Birkin un épais document relié. Elle ne l'avait pas glissé sur la table. Elle l'avait fait tomber devant moi avec un bruit sourd et pesant. « Nous ne sommes pas des monstres, Marie, » avait-elle ronronné. « Nous avons inclus une clause. Pour chaque année que vous resterez mariée à Julien, vous recevrez une allocation de 50 000 €. Pensez-y comme à un salaire de femme. » Le sang m'avait monté au visage. Une allocation? Comme si j'étais une adolescente ou une escorte de luxe. « Je ne veux pas de votre argent, » avais-je chuchoté, ma voix tremblante. « J'ai mes propres économies. J'ai ma propre vie. » Sophie avait ri, un son bref et sec. « Oh, ma chérie, vos économies ne couvriraient pas le budget floral du mariage que je prévois. Ce n'est pas une négociation. Soit vous signez, soit il n'y a pas de mariage. Julien connaît les termes de son héritage. S'il se marie sans contrat de mariage, il est complètement déshérité. » J'avais posé les yeux sur Julien une dernière fois, l'homme qui m'avait fait sa demande sous la pluie, jurant que rien ne comptait sauf nous. « Julien, » avais-je demandé, suppliant, « vas-tu les laisser nous acheter? » Julien avait finalement levé les yeux, les siens remplis de misère et de résignation. « Marie, s'il te plaît, ce n'est qu'un papier. Ça ne change rien à ce que je ressens pour toi. On ne peut pas vivre d'amour. Je ne sais pas comment être pauvre. Je ne peux pas vivre à Belleville pour toujours. » La trahison m'avait blessé plus que toutes les insultes de Sophie. Il choisissait le confort au détriment de ma dignité. Pendant un instant, tout s'est brouillé. Les voix, les lumières du restaurant, les visages des deux montagnes. Tout a cessé d'avoir de l'importance. Je me suis retrouvé dans ma tête, rejouant les scènes, la première rencontre avec Julien, l'insouciance de nos débuts. C'était un peu plus de 2 ans auparavant, au Café du Commerce à Montmartre. J'étais assise à dessiner des passants pour un projet et il s'était penché pour regarder mon carnet. Un sourire si doux, si loin de la froideur de sa famille. Il m'avait fait rire, vraiment rire, et nous avions parlé d'art, de musique, de la vie à Paris jusqu'à la fermeture. C'était un conte de fées, n'est-ce que pas? Je me suis toujours dit que le prince charmant existait, même si mon père, lui, me disait toujours de me méfier de ce qui brillait trop. Il voulait dire les colliers bon marché du marché aux puces, mais aujourd'hui, le sens résonne différemment. Peut-être que ce qui était trop beau pour être vrai l'était vraiment. J'avais baissé les yeux sur le document, la fortune de Montaigne contre Marie de la Croix. J'avais pris une profonde inspiration. Je pouvais partir. Je pouvais jeter le vin à la figure de Sophie et claquer la porte. C'est ce qu'une héroïne dramatique aurait fait. Mais j'avais un secret. Un secret que j'avais gardé de Julien, de mes amis, de tout le monde à Paris. Je n'étais pas seulement Marie de la Croix de Belleville. J'avais tendu la main et touché la reliure en cuir du document. « Très bien, » avais-je dit, ma voix étrangement calme. « Je signe. » Les yeux de Sophie s'étaient légèrement écarquillés, surprise par mon absence de résistance. « Bien. Nous organiserons la signature lors de la soirée de fiançailles la semaine prochaine à Saint-Tropez, devant témoins. Nous voulons que tout soit clair. » « Devant tout le monde, avais-je demandé. « Une transparence publique, avait dit Pierre. Ainsi, vous ne pourrez pas prétendre à la contrainte plus tard. »« D'accord, avais-je dit. J'avais pris mon verre de vin et en avais bu une gorgée, masquant le petit sourire dangereux qui naissait sur mes lèvres. « Je vous verrai à Saint-Tropez. » La propriété des deux Montagnes à Saint-Tropez n'était pas tant une maison qu'un monument à la démesure. Elle s'étendait sur 6 hectares de fond de mer, une monstruosité coloniale blanche avec des haies manucurées qui semblaient avoir été taillées au ciseau à ongles.
La soirée de fiançailles battait son plein. Un quatuor à cordes jouait du Vivaldi près de la piscine à débordement. Des serveurs en smoking blanc circulaient avec des plateaux de caviar et de champagne. La liste des invités était un who's who de la société parisienne, gestionnaires de fonds spéculatifs, sénateurs, épouses de PDG et des mondains qui n'avaient pas travaillé un jour depuis 3 générations. Je me tenais près d'un pilier de marbre, observant ce cirque. Je portais une robe noire simple et élégante, sans bijoux. Julien était de l'autre côté de la pelouse, félicité par ses anciens camarades de faculté. Il avait l'air soulagé. Il pensait que la tempête était passée. Vous profitez de la vue? Je m'étais retourné pour voir Sophie, un verre de champagne à la main. Elle avait l'air triomphante. C'est une belle maison, Sophie, avais-je dit. C'est une maison de Montaigne, avait corrigé Sophie. Et ce soir, nous assurons son avenir. Les avocats s'installent dans la bibliothèque. Maître Dubois est là. La signature aura lieu à 20 heures précises, juste avant les toasts. Pourquoi un tel spectacle, Sophie? Avais-je demandé, me tournant pour faire face à ma future belle-mère. Pourquoi ne pas le faire simplement dans un bureau? Sophie s'était rapprochée. Son parfum sentait la tubéreuse et l'hostilité. Parce que, ma chère, ces gens ont besoin de voir que Julien n'a pas perdu la tête. Ils ont besoin de voir que vous connaissez votre place. Vous êtes le cas de charité chanceux. La signature est un signal à notre monde que les murs des 2 montagnes sont toujours élevés. Ma place, avais-je répété. Je vois. Ne faites pas cette tête, chérie, avait raillé Sophie. Vous accédez à un style de vie pour lequel des millions tueraient. Tout ce que vous avez à faire, c'est de renoncer à vos droits. Alors que 20 heures approchaient, la musique s'était tue. Pierre de Montaigne s'était avancé sur la terrasse surélevée, tapant une cuillère contre son verre. Mesdames et messieurs, si je pouvais avoir votre attention. La foule s'était tue. 300 visages s'étaient tournés vers la terrasse. Ce soir, nous célébrons Julien et Marie, avait tonné Pierre. Mais dans la famille de Montaigne, nous croyons à la transparence. Nous croyons qu'il faut nouer des partenariats, les yeux grands ouverts. Un murmure avait parcouru la foule. C'était très inhabituel. À cette fin, avait poursuivi Pierre, désignant une grande table en chêne qui avait été apportée sur la terrasse, nous allons procéder à la signature du contrat de mariage, un témoignage du fait que ce mariage est fondé sur l'amour, et non sur un quelconque avantage financier. Il y avait eu des ricanements dans la foule, des rires cruels et complices. Ils savaient ce que c'était. Une humiliation publique, un rituel de honte pour la pauvre fille. Julien était monté sur la terrasse, pâle. Il m'avait fait signe, j'avais monté les marches de pierre. Je pouvais sentir les regards sur moi, m'évaluant, me jugeant. Regardez sa robe, j'imaginais qu'ils disaient « Regardez ses chaussures bon marché, elle fait ça pour l'argent ». Maître Dubois, un homme qui ressemblait à un bulldog dans un costume sur mesure, se tenait à la table. Il avait étalé les documents. Mademoiselle Delacroix, avait dit Maître Dubois, sa voix portant jusqu'aux premières rangées. Comme discuté, ce document renonce à votre droit sur tout actif de Montaigne acquis avant ou pendant le mariage. Vous repartez avec seulement vos biens personnels et les actifs enregistrés à votre nom avant cette date. Comprenez-vous? Je comprends, avais-je dit. Ma voix n'avait pas tremblé. Elle avait porté sur la pelouse silencieuse. Et Maître Dubois avait poursuivi. Dans un souci de divulgation complète, requise par la loi française, nous devons annexer une liste d'actifs pour les 2 parties afin de garantir qu'aucune richesse n'est cachée. Les actifs de Julien sont listés ici. La fortune familiale, les propriétés, le portefeuille, valeur totale approximativement 412 millions d'euros. Il y avait eu une ronde d'applaudissements polis. Julien regardait ses chaussures. Et pour mademoiselle Delacroix, avait dit Maître Dubois, saisissant une mince feuille de papier. Il avait esquissé un sourire narquois. Il vous a été demandé de fournir une liste de vos actifs et passifs pour l'annexe. Je l'ai fait, avais-je dit.
Je l'ai envoyé à votre cabinet ce matin. Ne l'avez-vous pas reçu? Maître Dubois avait froncé les sourcils. Mon assistant juridique m'a remis une enveloppe scellée juste avant mon arrivée. Je ne l'ai pas encore ouverte, supposant qu'elle était négligeable. Un compte courant et une voiture d'occasion, peut-être. Des rires avaient parcouru la foule. Sophie rayonnait. « Ouvrez-la », avais-je dit. « Elle doit être lue pour une divulgation complète. » avait soupiré Maître Dubois de manière théâtrale. « Très bien. » Il avait pris l'enveloppe de couleur crème qui était posée sur le coin de la table. Il avait glissé un coupe-papier doré sous le seau et l'avait ouverte. Il en avait tiré un document plié sur du papier épais filigrané. Maître Dubois avait ajusté ses lunettes. Il avait regardé le papier, puis il s'était figé. Le sourire narquois avait disparu de son visage. Son front s'était plissé. Il avait rapproché le papier de ses yeux, clignant rapidement. Il m'avait regardé, puis de nouveau le papier. Sa bouche s'était ouverte, mais aucun son n'en était sorti. « Y a-t-il un problème, Arthur ?» avait demandé Pierre, impatient. « Lisez la liste de la jeune femme pour que nous puissions signer et manger du gâteau. » Maître Dubois avait éclairci sa gorge. Il semblait étranglé. « Il semble y avoir une erreur. » « Quelle erreur ?» avait claqué Sophie. « A-t-elle des dettes, des prêts étudiants? Nous pouvons les absorber. » Il s'était éclairci la gorge. « Non », avait chuchoté Maître Dubois. Il m'avait regardé avec une expression de terreur absolue. « Ce ne sont pas des dettes. »« Lisez » avait ordonné Pierre. Les mains de Maître Dubois tremblaient maintenant. Il avait parlé dans le microphone, sa voix vacillante. Annexe des actifs pour Marie Delacroix Sterling. La foule s'était tue, mortellement. Sterling, pas Delacroix. Sterling, avait raillé Sophie. Qui est Sterling? Maître Dubois l'avait ignoré. Il lisait la liste comme s'il lisait une condamnation à mort. Actif 1, participation de 51% dans Delacroix Cobalt et Mining International. Évaluation, Maître Dubois s'était étranglé. Évaluation, 12 milliards d'euros. Un choc n'avait pas seulement parcouru la foule, il avait explosé. Quelqu'un avait laissé tomber un verre. Il s'était brisé sur la terrasse, le son résonnant comme un coup de feu. Quoi? Avait chuchoté Julien, me fixant. Maître Dubois n'avait pas fini. Actif 2, les trusts familiales Delacroix. Bénéficiaires, Marie Delacroix Sterling et ses héritiers. Fonds de trésorerie disponible. 1,5 milliard d'euros. Actif 3, portefeuille immobilier, incluant la Tour de la Croix à Paris, le Château de Lumière à Nice, France, et attendez, 7 propriétés. Maître Dubois avait levé les yeux vers Pierre de Montaigne. Mademoiselle Sterling détient la note hypothécaire sous-jacente de la propriété de Montaigne à Saint-Tropez, acquise le mois dernier par l'intermédiaire d'une société écran. Le silence était absolu, le vent froissant les feuilles était le seul son. Je m'étais avancé vers le microphone, j'avais regardé Sophie dont le visage était devenu couleur cendre. J'avais regardé Pierre qui semblait faire un infarctus. « Vous vouliez protéger les actifs familiaux », avais-je dit, ma voix calme et autoritaire, la voix d'une PDG, pas d'une illustratrice. Je suis d'accord, c'est une démarche intelligente. J'avais pris la plume. Mais je ne signe pas ça pour protéger les 400 millions de Julienne. Je le signe pour protéger mes 14 milliards de vous. Pendant 3 secondes, le monde avait cessé de tourner. Pierre de Montaigne agrippait le pupitre, ses jointures blanches. La couleur avait tellement déserté son visage qu'il ressemblait à une figure de cire fondant sous la chaleur. Sophie, d'habitude la reine de la répartie, se tenait la bouche légèrement ouverte, ses yeux allant de moi au document terrifiant dans les mains tremblantes de Maître Dubois. 14 milliards, avait chuchoté quelqu'un au premier rang. C'était Madame Vannes, la chroniqueuse mondaine pour le Parisien. Elle tapait déjà furieusement sur son téléphone sous son châle. J'avais pris le stylo Montblanc. Il était lourd, substantiel. J'avais regardé le contrat de mariage, le document censé m'enchaîner, me garder à ma place de pauvre fille chanceuse. «
Vous savez, avais-je dit, ma voix amplifiée par les haut-parleurs calmes et conversationnels. Mon père m'a toujours dit que les contrats de mariage sont essentiels. Il disait, l'argent attire les parasites. Je n'aurais jamais pensé que je serais assise à une table avec eux. J'avais signé mon nom, Marie Delacroix Sterling, non pas le gribouillis nerveux et anguleux de Marie Delacroix, mais la signature ample et confiante qui avait autorisé des fusions de plusieurs milliards depuis que j'avais 21 ans. J'avais remis le capuchon du stylo et l'avais jeté sur la table. Il avait roulé et avait heurté la main de Pierre. Il avait tressailli. « Voilà, avais-je dit en reculant, votre héritage est en sécurité de moi, Pierre, et le mien est en sécurité de vous. Quant à la maison, avais-je fait un geste vers la vaste demeure derrière eux. Je ferai contacter vos gérants immobiliers concernant les modalités de location. Je crois en la juste valeur marchande. Je m'étais retourné pour partir. La réaction avait été instantanée. La foule, auparavant un mur de jugement, s'était physiquement déplacée. C'était une réponse biologique, comme des tournesols se tournant vers le soleil. Alors que je descendais les marches de pierre, le chemin s'était dégagé. Les gens qui m'avaient ignoré 20 minutes auparavant étaient maintenant désespérés d'attirer mon attention. « Marie, ma chérie !» C'était une femme en robe rouge qui, plus tôt, avait renversé un verre sur mes chaussures sans s'excuser. « Il faut qu'on déjeune. Je n'avais aucune idée que vous étiez si Sterling. » Mademoiselle Sterling avait appelé un homme tendant une carte de visite avec des doigts tremblants. Si jamais vous cherchez une nouvelle représentation, je les avais tous ignorés. J'avais marché le dos droit, les yeux fixés sur l'allée. Je n'avais pas regardé Julien. Je ne pouvais pas. Si je l'avais regardé, le masque se serait effondré et je n'aurais été que la fille dont le cœur était brisé. « Marie, attends !» C'était Sophie. Elle avait dévalé les escaliers, abandonnant sa dignité. Elle m'avait rattrapé près de la fontaine, essoufflé. « Marie, s'il te plaît !» avait-elle haleté, forçant un sourire qui ressemblait à un rictus de terreur. « C'est un malentendu, une blague. Sûrement vous n'êtes pas réellement l'héritière de la fortune Delacroix-Cobalt. » J'avais complété pour elle. « La petite fille d'Archibald Delacroix Sterling. Oui, Sophie, je le suis. Mais les vêtements, avait bégayé Sophie, désignant ma robe simple. L'appartement à Belleville. Le travail de freelance. J'aime peindre, avais-je dit simplement. Et je vis à Belleville parce que je possède l'immeuble. Je possède le pâté de maison, en fait. J'aime le café du coin. » Sophie avait tendu la main, essayant de toucher mon bras, ses doigts tressaillants. Nous ne savions pas si nous avions su les choses auraient été différentes. Nous vous avons traité comme... Eh bien, nous protégions Julien. J'avais retiré mon bras. C'est ça le problème, Sophie. Vous m'avez traité comme de la saleté parce que vous pensiez que j'étais pauvre. Si vous aviez su que j'étais riche, vous m'auriez traité comme une reine. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur votre caractère. Vous ne valorisez pas les gens. Vous valorisez leur fortune nette. Nous pouvons arranger ça, avait plaidé Sophie. Le mariage, ce sera l'événement du siècle. Une fusion de deux grandes familles. J'avais ri un sang-froid. Un sang-froid et sec. Une fusion? Sophie, regardez les chiffres. Ce n'est pas une fusion. Ce serait une acquisition et je n'achète pas. J'avais fait signe à un SUV noir qui tournait au ralenti à l'entrée. Ce n'était pas un Uber, c'était un Cadillac Escalade blindé aux vitres teintées qui me suivait, invisible, depuis des mois. Ma sécurité. « Marie !» La voix de Julien avait fendu l'air. Il courait vers moi, son visage un masque de confusion et de panique. Sophie avait reculé, sentant la volatilité du moment. « Montez dans la voiture, Marie, » avait dit mon chauffeur, un homme massif nommé Lucas, en ouvrant la portière. « Non, » avais-je dit en levant la main. « Je dois finir ça. » Julien s'était arrêté à quelques mètres de moi. Il semblait avoir été heurté par un camion. Il avait regardé le véhicule de sécurité lourd, puis de nouveau moi, comme s'il essayait de concilier la femme avec qui il dormait
avec le titan qui venait d'acheter sa maison d'enfance. C'est vrai? Avait-il demandé, sa voix tremblante. Oui, avais-je dit. Pourquoi? Avait crié Julien, levant les mains au ciel. Pourquoi me mentir pendant 2 ans? Marie, nous avons vécu avec des nouilles instantanées. Nous avons partagé la facture d'électricité. J'ai économisé pendant 6 mois pour t'acheter cette bague de fiançailles. Une bague que tu penses probablement être un morceau de pacotille, avais-je dit doucement. J'adore cette bague. Je l'aime parce que tu as travaillé pour elle, parce qu'elle était réelle. Réelle? Avait rayé Julien, les larmes aux yeux. Rien de nous n'était réel. Tu es une milliardaire, Marie. Tu as fait semblant d'être pauvre comme un jeu. Étais-je un projet de carité? Étudiais-tu comment vivent les gens ordinaires? Je me cachais, avais-je claqué, ma maîtrise de moi-même se brisant enfin. Sais-tu ce que c'est d'être une Delacroix Sterling? J'ai été enlevé quand j'avais 8 ans. J'ai des gardes du corps depuis que je sais marcher. Chaque homme que j'ai fréquenté avant toi a essayé de me vendre une idée de business au 3e rendez-vous ou a accidentellement laissé son dossier à ma maison. Je voulais être aimé pour moi, Julien, pas pour le carnet de chèques. Je t'aimais pour toi, avait argué Julien. Vraiment, avais-je lancé. Alors pourquoi ne m'as-tu pas défendu ce soir? Pourquoi les as-tu laissés m'humilier? Je m'étais rapproché, les yeux flamboyants. Tu es resté assis là, Julien. Tu as fixé ton verre d'eau pendant que ta mère me traitait de sanguessus. Tu les as laissés me donner un document juridique qui disait que je ne valais rien. Tu ne t'es pas battu pour moi. Tu as capitulé. Je avais bégayé Julien. Je t'ai dit l'héritage. Il m'aurait coupé les vivres. Je l'ai fait pour nous, pour que nous puissions avoir un avenir. J'avais secoué la tête tristement. Non, Julien, tu l'as fait parce que tu as peur d'être pauvre. Et c'est là l'ironie. J'avais plongé la main dans mon sac à main, une petite pochette discrète, et j'en avais tiré une autre enveloppe. Je la lui avais fourrée dans la poitrine. Qu'est-ce que c'est? Avait demandé Julien. Ouvre-le. Julien avait déchiré l'enveloppe. C'était un rapport financier, une vérification de crédit. J'ai aussi fait mes vérifications, dis-je. Quand ton père a proposé le contrat de mariage, j'ai demandé à mon équipe d'examiner les finances des deux Montaigne. Je voulais savoir exactement à quoi je renonçais. Julien avait parcouru le document. Ses yeux s'étaient écarquillés. Ceci ne peut pas être juste. Ça l'est, avais-je dit. Le trust de Montaigne est vide, Julien. Ton père a fait de mauvais paris sur l'immobilier commercial en 2023. Les actifs sont gagés à 110%. La maison de Saint-Tropez, elle allait être saisie mardi prochain. C'est pourquoi j'ai acheté l'hypothèque. J'ai acheté la dette pour empêcher la banque de la saisir pendant la fête. Julien avait levé les yeux, son visage d'un gris pâle. Nous sommes ruinés? Pire que ruinés, avais-je dit sans pitié. Vous êtes en train de couler. C'est pourquoi ta mère était si féroce. C'est pourquoi ils avaient besoin du contrat de mariage. Ils ne protégeaient pas leur argent de moi. Ils étaient terrifiés à l'idée que si je te divorçais et prenais la moitié, je découvrirais que cette moitié représentait en fait 40 millions d'euros de dette. Ils essayaient de me piéger dans un mariage où je ne pourrais pas poser de questions. Julien s'était appuyé contre l'escalade, semblant sur le point de vomir. La façade du Golden Boy s'était brisée. Il n'était pas le prince qui sauvait la roturière. Il était le roturier, et j'étais la reine qui avait fait semblant d'être une paysanne. Tu as sauvé la maison, avait chuchoté Julien. Oui, avais-je dit. Considère ça comme un cadeau de départ. Je n'expulserai pas tes parents. Ils peuvent y vivre jusqu'à leur mort. Je ne suis pas cruel. Cadeau de départ. Julien m'avait regardé, la panique montant dans sa voix. Marie, attends. Nous pouvons en parler maintenant que je sais, maintenant que tout est clair. Maintenant que tu sais que je suis riche, avais-je demandé en haussant un sourcil. Maintenant que tu sais que je peux renflouer ta famille. Soudain,
Tu veux parler. Non, parce que je t'aime. Tu aimais Marie Delacroix, l'illustratrice fauchée qui te vénérait, avais-je dit en ouvrant la portière de la voiture. Je ne suis pas sûr que tu aies le cran d'aimer Marie Delacroix Sterling. Marie, s'il te plaît, ne monte pas dans la voiture. Julien avait attrapé la poignée de la portière. Lucas, le garde du corps, s'était avancé, sa main posée doucement sur la poitrine de Julien. Il n'avait pas poussé, mais le mur de muscles avait été éloquent. Recule. J'étais monté sur le siège en cuir. J'avais regardé Julien une dernière fois. Il semblait petit, un garçon dans un smoking d'homme. Je vais rester au Ritz ce soir, avais-je dit. Mes avocats t'enverront le contrat de location pour la maison lundi. Lis-le attentivement, Julien. Contrairement à toi, je ne signe pas les choses sans les lire. J'avais tiré la portière. Le lourd verrou avait cliqué. Alors que la voiture s'éloignait, je n'avais pas regardé la villa ou la fête, ou l'homme que j'avais cru être mon âme sœur. J'avais regardé devant moi sur la route sombre et sinueuse des Hamptons. J'avais pris une profonde inspiration. Je ne me sentais pas triomphante, je me sentais vide. Mon téléphone avait vibré. C'était un SMS d'un numéro inconnu. Bien joué, mademoiselle Sterling, mais vous n'avez pas vérifié un actif. Les cônes des îles Caïmans. Vous pensez avoir racheté leur dette. Vous venez d'acheter leur trésor de guerre. Nous devons parler. J'avais froncé les sourcils. J'avais tapé sur l'écran. Qui est-ce? La réponse était venue instantanément. Quelqu'un qui déteste les de Montaigne plus que vous. Et quelqu'un qui sait que Pierre de Montaigne n'a pas perdu cet argent. Il l'a volé. J'avais fixé le téléphone. Le jeu n'était pas terminé. Il venait de changer de niveau. La suite du Ritz était de la taille de tout mon immeuble à Belleville. J'étais assise sur le canapé en velours, toujours dans ma robe noire, fixant le téléphone. Il était 2 heures du matin. Un coup à la porte avait brisé le silence. Ce n'était pas le service d'étage. C'était l'invité que j'avais accepté de rencontrer. Mon chef de la sécurité avait ouvert la porte, révélant un homme qui ne ressemblait en rien à un lanceur d'alerte. Il était jeune, peut-être 25 ans, vêtu d'un sweat à capuche et portant une sacoche d'ordinateur portable usée. Il aurait mieux trouvé sa place dans un sous-sol de start-up technologique que dans une conspiration aux enjeux si élevés. « Mademoiselle Sterling, avait-il dit, ajustant ses lunettes. « Je suis Laurent. C'est moi qui ai envoyé le SMS. » « Vous avez dit que Pierre avait volé l'argent, avais-je dit, ignorant les formalités. Prouvez-le. » Laurent s'était assis et avait ouvert son ordinateur portable. Il n'avait pas demandé d'eau. Il avait tapé furieusement un instant, puis avait fait pivoter l'écran. « J'étais analyste junior chez De Montaigne Global, avait expliqué Laurent. J'ai été viré il y a 3 mois parce que j'ai posé la mauvaise question sur un virement bancaire. Je suis leur compte depuis. J'avais regardé l'écran. C'était une toile d'araignée de transactions. Vous avez découvert que le trust de Montaigne était vide, avait dit Laurent, pointant un graphique rouge. Pierre a fait de mauvais paris sur l'immobilier commercial. Oui, mais cela ne lui a fait perdre qu'environ 50 millions. Les 350 millions restants, ils n'ont pas disparu, Marie. Ils ont été déplacés. Déplacés où? Vers une société écran appelée Phoenix Holdings aux îles Caïmans. Laurent avait tapé une touche, un document était apparu. Mais voici le coup de théâtre. Pierre n'a pas signé les documents d'incorporation de Phoenix Holdings. Il savait que si la SEC enquêtait un jour, sa signature serait une preuve irréfutable. Je m'étais penché, mes yeux balayant le document, le souffle coupé. Il avait besoin d'un prête-nom, avait dit Laurent calmement. Quelqu'un qui portait le nom de Montaigne, mais sans le sens des affaires pour vérifier ce qu'il signait. Quelqu'un qui lui faisait aveuglément confiance. Au bas du document, dans une encre bleue familière et bouclée, se trouvait une signature que j'avais vue 1000 fois sur des cartes d'anniversaire et de la Saint-Valentin. Julien de Montaigne. Julien est répertorié comme l'unique directeur et bénéficiaire de Phoenix Holdings, avait dit Laurent.
Pierre a transféré la fortune familiale dans ce compte, puis a gagé la société de Montaigne d'origine avec des dettes massives. Dettes que vous venez d'acheter. Lorsque la société s'effondrera inévitablement sous cette dette, les créanciers, c'est-à-dire vous maintenant, déclencheraient un audit. J'avais eu la nausée. Et l'audit trouverait que les actifs ont été détournés par le directeur de la société Écran. Exactement, avait hoché la tête Laurent. Pierre a tout organisé pour que lorsque le château de cartes s'effondrera, il ait l'air d'être la victime d'un fils qui a pillé les coffres de la famille. Pierre s'en sortira indemne. Julien ira en prison fédérale pour détournement de fonds et fraude. Peine minimale, 20 ans. Je m'étais levé et j'avais marché jusqu'à la fenêtre, regardant Central Park. Les lumières de la ville s'étaient estompées. C'était diabolique. Pierre de Montaigne n'était pas seulement un snob. C'était un prédateur qui dévorait ses propres enfants. Il avait forcé le contrat de mariage non pas pour protéger l'argent de moi, mais pour s'assurer que je ne pourrais pas m'approcher suffisamment des livres pour repérer le piège. « Julien le sait-il » avais-je demandé. « J'en doute » avait dit Laurent. Julien pensait probablement qu'il signait des documents de fiducie de routine. Les horodatage de ces transferts correspondant à sa semaine de remise de diplôme. Pierre les a probablement glissés dans une pile de papier à signer entre 2 coupes de champagne. J'avais fermé les yeux. J'avais quitté Julien en pensant qu'il était un lâche qui avait choisi l'argent plutôt que moi. Mais il ne choisissait pas l'argent. Il se tenait sur une trappe avec une corde autour du cou et son propre père tenait le levier. Si j'exerçais mes droits en tant que nouvelle détentrice de la dette, si je saisissais la propriété de Montaigne comme je l'avais prévu, je déclencherais l'enquête qui détruirait Julien. « Vous avez acheté la dette », avait dit Laurent en fermant son ordinateur portable. « Vous tenez l'arme. La question est, qui voulez-vous abattre ?» Je m'étais retourné vers lui. La tristesse avait disparu. À sa place se trouvait l'acier froid et dur de la lignée de la croix Sterling. « J'ai besoin d'une voiture », avais-je dit à mon garde du corps. « Nous retournons à Saint-Tropez. » Il était 4h30 du matin lorsque l'escalade était revenue par les grilles de la propriété de Montaigne. La fête était terminée depuis longtemps. Les tentes blanches semblaient fantomatiques dans la brume de l'aube. Le sol était jonché de gobelets en plastique et de serviettes humides. La gueule de bois d'une dynastie. Je n'avais pas frappé. J'avais les codes de sécurité de l'entrée. Ils faisaient une partie des documents hypothécaires que j'avais achetés. J'étais entré dans la maison principale. C'était silencieux. J'avais trouvé Julien dans la bibliothèque, la même pièce où les avocats s'étaient installés des heures auparavant. Il était assis par terre, le dos contre une étagère, une bouteille de scotch à moitié vide à côté de lui. Il portait toujours son smoking, la cravate défaite. Il avait levé les yeux en me voyant entrer. Ses yeux étaient rouges et gonflés. « Tu reviens pour m'expulser personnellement ?» avait-il bredouillé, un sourire amer tordant ses lèvres. « Où es-tu venu mesurer les rideaux ?»« Lève-toi, Julien, » avais-je dit sèchement. « Bois ça. » J'avais pris une carafe d'eau sur une table d'appoint et j'avais versé un verre, le lui fourrant dans la main. « Pourquoi tu t'en soucies ?» avait murmuré Julien, repoussant le verre. « Tu as fait ta démonstration. Tu es la milliardaire. Je suis la fraude. Tu as gagné. » « Tu n'es pas une fraude, Julien. Tu es un bouc émissaire. » J'avais jeté le dossier que Laurent m'avait donné sur le sol devant lui. Les papiers s'étaient éparpillés. « Lis ça. » Julien avait plissé les yeux sur les documents. « Qu'est-ce que c'est? » « Regarde la signature. Julien, Phoenix Holdings. Te souviens-tu d'avoir signé ça? » Julien avait ramassé le papier. Il avait froncé les sourcils. « Ceci, c'était la restructuration du trust. Papa a dit que c'était pour réduire notre charge fiscale. Il a dit que c'était standard. » « Ce n'était pas une restructuration, avais-je dit, m'agenouillant pour être à son niveau. C'est une société écran offshore. Ton père a vidé les véritables actifs liquides. 350 millions d'euros et les a placés là sous ton nom. » Julien avait secoué la tête, l'alcool le rendant lent.
Je ne comprends pas. Pourquoi mettrait-il ça à mon nom? C'est bien non. Ça veut dire que j'ai l'argent. Non, Julien. J'avais attrapé ses épaules et l'avais secoué. Il a gagé la société d'origine avec des dettes. Lorsque la dette explosera, les autorités chercheront l'argent manquant. Elles trouveront Phoenix Holdings. Elles trouveront ta signature. Elles penseront que tu as volé l'argent de l'entreprise familiale pour le cacher. Ton père t'a monté pour prendre le blâme de son détournement de fonds. Julien s'était figé. La réalité l'avait frappé comme un coup physique, le rendant instantanément sobre. Non, papa ne ferait pas ça. Il est dur, mais il n'est pas. Il est ruiné, Julien. Les hommes désespérés font des choses désespérées. Il a réalisé que le navire coulait, alors il t'a jeté par-dessus bord pour te servir de radeau. Julien avait fixé le papier. Ses mains avaient commencé à trembler. La trahison était absolue. L'homme qu'il avait passé toute sa vie à essayer de plaire, l'homme dont il avait valorisé l'approbation plus que mon amour, l'avait vendu. Il nous a tués, avait chuchoté Julien. Il m'a fait te repousser pour protéger une fortune qu'il était en train de me voler. Il pensait que j'étais une moins que rien, avais-je dit. Il pensait que je signerais le contrat de mariage et que je disparaîtrais. Il n'a pas compté sur le fait que j'achèterais la dette. Il n'a pas compté sur le fait que j'aurais les ressources pour l'auditer. Julien m'avait regardé pour la première fois de la nuit. La honte dans ses yeux avait été remplacée par autre chose, la rage. « Qu'est-ce qu'on fait ?» avait demandé Julien. « Si tu saisis, l'enquête commence. Je vais en prison. » « Je ne vais pas saisir, avais-je dit. Je m'étais levé et je lui avais tendu la main. « Et tu n'iras pas en prison. Mais nous devons agir vite. Pierre se réveillera dans 2 heures. Au moment où il prendra son café du matin, il faudra que la corde soit autour de son cou. » Julien avait pris ma main. Sa prise était ferme cette fois. Le garçon était parti. « Il garde son grand livre privé dans le coffre-fort mural du bureau, » avait dit Julien, sa voix froide. « Il pense que je ne connais pas la combinaison. Il utilise l'anniversaire de sa maîtresse. » « Maîtresse ?» avais-je haussé un sourcil. « Oh, tu ne savais pas. » Julien avait laissé échapper un rire sombre. « Sophie le sait. Elle le tolère pour le style de vie. Un style de vie que, apparemment, j'ai payé. » Ils étaient sortis ensemble de la bibliothèque. Le soleil commençait à peine à poindre à l'horizon, peignant le ciel de la couleur d'une ecchymose. Ils étaient allés au bureau. Julien avait déplacé un tableau représentant un chien de chasse et avait tourné le cadran du coffre-fort. Droite 15, gauche 22, droite 08. La lourde porte s'était ouverte en cliquant. À l'intérieur se trouvait un grand livre noir et une pile de disques durs. « Bingo !» avait-je chuchoté. « eh bien, avait retenti une voix depuis l'embrasure de la porte. J'avais tourné avec Julien. Pierre de Montaigne se tenait là, vêtu d'une robe de chambre en soie. Il tenait un revolver à canon court. Il ne ressemblait plus à l'homme paniqué de la fête. Il avait l'air calme, d'un calme mortel. Je me doutais que tu étais plus intelligente que tu n'en avais l'air, Marie, avait dit Pierre, levant l'arme. Et Julien, j'ai toujours su que tu étais faible, conspirant avec l'ennemi dans ta propre maison. Tu m'as tout volé, avait dit Julien, s'avançant devant moi. Tu m'as monté un coup. Je t'ai donné une vie de privilège, avait crié Pierre, le masque tombant. Tu n'as jamais travaillé un jour de ta vie. Tu penses que ce style de vie est gratuit? Quelqu'un doit payer. Si tu dois passer quelques années en prison de basse sécurité pour que le nom de Montaigne survive, c'est ton devoir. Le nom de Montaigne est une poubelle, avais-je dit, sortant de derrière Julien. Je ne regardais pas l'arme, je regardais Pierre avec un pur dédain. Et tu ne vas pas nous tirer dessus, Pierre. Et pourquoi ça? Avait ricané Pierre, armant le chien. Parce que, avais-je dit, pointant la fenêtre, tu es déjà trop tard. Des lumières bleues et rouges avaient clignoté sur les murs du bureau. Le son des sirènes avait retenti dans l'allée, perçant le silence matinal. Je ne suis pas juste revenu pour parler à Julien, avais-je dit.
J'ai appelé la PG en chemin. Je leur ai dit que j'étais la nouvelle détentrice de la dette et que je soupçonnais une fraude massive. Ils sont là pour les livres, Pierre. Le visage de Pierre était devenu blanc. Il avait regardé l'arme, puis la fenêtre, puis son fils. Julien, avait-il plaidé, sa voix se brisant. Dis-leur que c'était une erreur. Dis-leur que tu as signé les papiers volontairement. Ne les laisse pas prendre ton père. Julien avait regardé l'homme qui l'avait élevé. Il avait regardé l'arme qui était toujours vaguement pointée dans leur direction. Je n'ai rien à te dire, avait dit Julien. Officier, ici. Les portes d'entrée s'étaient ouvertes avec fracas. Le bruit des bottes lourdes avait rempli le couloir. Pierre de Montaigne avait baissé son arme. Il s'était effondré dans son fauteuil en cuir. Un roi sans royaume. Tu aurais dû la laisser signer le contrat de mariage, avait dit Julien à son père, sa voix vide d'émotion. Vraiment, tu aurais dû. Le procès de Pierre de Montaigne n'a pas été une simple procédure juridique. Ce fut une éviscération publique. Pendant 3 semaines, le tribunal de district de Paris est devenu l'épicentre d'une tempête médiatique qui a consumé les dernières bribes de la dignité des de Montaigne. J'ai assisté à chaque jour. Je ne me suis pas assise à l'arrière. Je me suis assise au premier rang, directement derrière l'accusation, portant des tailleurs sur mesure qui coûtaient plus cher que le pavillon des de Montaigne, désormais saisi. Je voulais que Pierre me voie. Je voulais qu'il regarde l'artiste fauché qu'il avait essayé d'écraser et qu'il voie l'architecte de sa chute. Le point culminant est arrivé un mardi pluvieux. Pierre a témoigné, abandonnant les conseils de son avocat de garder le silence. Ce fut un geste désespéré et arrogant. Il a essayé de charmer le jury, de se présenter comme une victime d'un marché complexe et d'un malentendu. Mais le contre-interrogatoire a été brutal. Le procureur, armé des preuves numériques que mon équipe avait fournies, l'a déconstruit morceau par morceau. Lorsque le verdict a été prononcé, coupable des 14 chefs d'accusation de fraude électronique, détournement de fonds et fraude boursière, la salle d'audience n'a pas eu de soupir. Elle a expiré. C'était inévitable. Pierre n'a pas crié. Il s'est simplement effondré. Vieilli de 20 ans en 20 secondes. Mais c'est la réaction de Sophie qui m'a hanté. La reine de glace n'a pas pleuré. Elle m'a fixé avec un regard de haine pure et inaltérable, murmurant un mot que les huissiers ont fait semblant de ne pas voir. Sophie a été escortée. Ses avoirs gelés, ses fourrures saisies, destinées à une vie qui la terrifiait plus que la prison. L'anonymat. 3 mois plus tard, le silence dans la propriété de Saint-Tropez était assez lourd pour peser sur l'âme. J'ai marché dans le grand hall. Les déménageurs avaient fini il y a des jours. Les actifs, les vases Ming, les tapisseries de la Renaissance, les lustres voyants que Pierre avait achetés pour impressionner des gens qu'il n'aimait pas, tout était parti. Ils avaient été vendus aux enchères pour payer la longue liste de créanciers. La maison était une coquille vide, un squelette colonial blanc dépouillé de sa prétention. « Ça résonne !» avait grondé une voix grave. Je n'avais pas tressailli. Je m'étais tourné pour voir Lucas, mon chef de la sécurité, debout près des porte-fenêtres ouvertes. Il avait troqué son équipement tactique contre un costume en lin, mais sa présence restait formidable. « Les maisons vides résonnent toujours, Lucas, avais-je répondu, ma voix résonnant sur les sols de marbre. C'est amusant. Quand je suis venu ici pour la soirée de fiançailles, cette pièce me semblait si petite, si suffocante. Maintenant, elle ressemble à un hangar d'avion. L'agent immobilier rappelle, avait noté Lucas, vérifiant son téléphone. Il dit qu'il a un acheteur de Dubaï intéressé par la propriété, un magnat de la technologie. Il offre 10% au-dessus de la valeur marchande. Dites-lui que la maison n'est pas à vendre, avais-je dit, passant ma main le long de la rampe. Lucas avait levé un sourcil. Vous la gardez, mademoiselle Sterling. Avec tout le respect que je vous dois, cet endroit est un monument à une famille qui a essayé de vous détruire. Pourquoi voudriez-vous vivre avec leurs fantômes? Je ne veux pas vivre ici, avais-je dit, me tournant pour regarder le jardin envahi.
Mais je ne veux pas non plus l'effacer. Si je la vends, quelqu'un d'autre achète simplement le symbole de statut. Je veux changer le sens du symbole. Je m'étais dirigé vers la terrasse. De plus, j'ai un rendez-vous. Il est à la grille, avait dit Luca doucement. J'ai dit aux gardes de le retenir. Laissez-le entrer. Julien de Montaigne avait marché le long de l'allée sinueuse. Il n'avait pas de voiture. Il avait pris le train depuis Paris et avait parcouru les 3 kilomètres à pied depuis la gare. Il avait l'air différent, le visage doux et pâteux d'un homme qui n'avait jamais affronté les conséquences de ses actes avait disparu, remplacé par une dureté maigre et décharnée. Il portait un costume gris bon marché, mal ajusté aux épaules et des chaussures usées. Il avait l'air fatigué. Il ressemblait à un homme qui avait passé les 90 derniers jours à apprendre à survivre dans un monde qui ne se souciait plus de son nom de cette famille. Je l'attendais sur la terrasse, l'endroit même où la cérémonie de signature avait eu lieu. La table avait disparu. Le microphone avait disparu. Il n'y avait que la pierre et le vent. Julien s'était arrêté à 3 mètres. Il n'avait pas souri. Il n'avait pas essayé de me charmer. Il me regardait avec un mélange de honte et d'un nouveau respect étrange. « Tu as l'air » avait commencé Julien, puis s'était arrêté. « Tu as l'air de posséder le monde, Marie. » « Je possède l'hypothèque, du moins, avais-je dit, mon visage illisible. « Comment vas-tu, Julien? »« Je suis vivant, avait-il dit. Papa est à la prison de Poissy. Maman est à Aix-en-Provence, elle vit chez sa sœur. Je n'ai parlé à aucun des deux. Et toi? »« Je travaille, avait dit Julien. J'ai trouvé un poste de parajuriste, pas dans un grand cabinet, mais dans un centre d'aide juridique à Saint-Denis. Je passe mes journées à aider les gens à se battre contre les avis d'expulsion. » Il avait laissé échapper un petit rire sec. L'ironie a un sens de l'humour tordu. « C'est un travail honnête, avais-je dit. »« Oui, ami, avait concédé Julien. C'est la première chose honnête que j'ai faite de ma vie. Je pensais être le gentil, Marie. Je me disais que je te protégeais. Mais en regardant le procès, en écoutant les preuves, j'ai réalisé que je ne te protégeais pas. Je protégeais mon héritage. J'étais prêt à les laisser t'humilier pour garder ma sécurité. Il avait plongé la main dans la poche de sa veste, sa main tremblait légèrement. J'ai trouvé ça dans l'appartement en faisant mes cartons. Il avait sorti un petit carnet de croquis déchirés. C'était l'un des miens, datant de nos débuts. Il était rempli de croquis au fusain de Julien endormi, riant, buvant du café. Ils étaient intimes, remplis d'un amour qui semblait appartenir à une autre vie. « J'ai failli le jeter, avait dit Julien, sa voix se brisant. Mais je n'ai pas pu. C'est la seule chose qui me reste qui semblait réelle. Mais je ne devrais pas l'avoir, je ne mérite pas de l'avoir. » Il s'était avancé et avait posé le carnet de croquis sur le mur de pierre. À côté, il avait placé une petite boîte en velours. « Et ça, avait-il chuchoté, la bague, je sais que tu m'as dit de la vendre. J'ai essayé. Je suis allé dans un magasin d'achat-vente rue Saint-Honoré. Mais quand le type m'a offert l'argent, je n'ai pas pu le faire. J'ai eu l'impression de nous vendre. J'ai regardé le carnet de croquis et la bague, les artefacts d'une relation morte. J'ai ressenti un pincement au cœur, non pas de regret, mais de deuil. Je pleurais la Marie Delacroix qui avait dessiné ces images. Cette fille était partie. Marie Delacroix Sterling l'avait tuée pour survivre. « Tu as témoigné, avais-je dit calmement. Tu as pris de la barre contre ton père. Tu as confirmé que la signature avait été extorquée. Tu t'es sauvé, mais tu as aussi refermé son cercueil. » « Il l'a refermé lui-même, avait dit Julien, ses yeux s'endurcissant. Je t'ai juste tendu le marteau. Il m'avait regardé, cherchant quelque chose dans mes yeux. Le pardon. Une seconde chance. Tu me manques, avait admis Julien, les mots suspendus dans l'air comme de la fumée. Le café me manque, le loft bruyant me manque, l'odeur de térébenthine me manque. Je sais que j'ai foiré, Marie. Je sais que j'ai tout cassé, mais je me reconstruis. J'essaie d'être l'homme que tu pensais que j'étais.
Y a-t-il, y a-t-il une version du futur où nous essayons à nouveau? Je l'avais regardé. J'avais vu la sincérité. J'avais vu la douleur. Et j'avais su, avec une clarté absolue, la réponse. Non, Julien. Les mots étaient doux, mais ils l'avaient frappé comme des pierres. Nous ne pouvons pas revenir en arrière, avais-je poursuivi, ma voix stable. Tu te reconstruis et j'en suis fier. Vraiment. Mais tu te reconstruis sur les cendres de ce que nous avions. On ne peut pas construire une maison sur des cendres. Chaque fois que je te regarde, je vois l'homme qui est resté assis en silence pendant que sa mère me traitait de... Je vois l'homme qui a signé un document de société écran sans le lire. Je peux te pardonner, Julien, mais je ne peux pas te dévoir. Julien avait hoché la tête lentement. Il n'avait pas discuté. Il n'avait pas supplié. Il avait juste absorbé le coup. Je comprends, avait-il chuchoté. Garde le carnet de croquis, avais-je dit. Souviens-toi que quelqu'un t'a aimé à ce point. Utilise-le comme un standard. Ne te contente de rien de moins que ce genre d'amour à nouveau, et ne laisse jamais l'argent s'y interposer. Et la bague? Laisse-la, laisse-la, avais-je dit. Elle appartient à la maison maintenant. Julien m'avait regardé une dernière fois, mémorisant mon visage. Puis il s'était retourné et était parti. Il avait descendu les marches de pierre, passé la fontaine vide et l'allée. Je l'avais regardé jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point au loin, disparaissant dans l'ombre de la grille. J'ai pris la boîte à bagues. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai jetée avec désinvolture par-dessus la balustrade. Elle est tombée d'une quinzaine de mètres et a atterri dans les rosiers envahissant dessous. Enseveli. Lucas, ai-je appelé. Le chef de la sécurité est sorti de l'ombre. Oui, mademoiselle Sterling. Appelez les entrepreneurs. Je veux que les rénovations commencent lundi. 6 mois plus tard, le rugissement d'une tronçonneuse avait été remplacé par le son d'un violoncelle. La propriété de Saint-Tropez était méconnaissable. Les grilles étaient ouvertes en permanence. Les hauts murs de sécurité avaient été peints de fresques murales, des scènes vibrantes, chaotiques, magnifiques de la vie parisienne. Je me tenais sur la pelouse tenant un presse-papier. Je ne portais pas de costume. Je portais une salopette éclaboussée de peinture. Mademoiselle Sterling, regardez! Une fille de 10 ans nommée Léa avait couru vers moi tenant une toile. C'était une peinture brillante et désordonnée d'un dragon mangeant un gratte-ciel. C'est magnifique, Léa, avais-je ri, m'agenouillant. Mais je pense que tu as besoin de plus de rouge. Plus de rouge? Avait hurlé Léa et avait couru vers son chevalet. La pelouse en était couverte, des chevalets, des sculptures faites de métal recyclé. Une troupe de danse s'entraînait sur la terrasse où Pierre de Montaigne fumait autrefois ses cigares. Une grande plaque de bronze avait été apposée sur le pilier avant de la maison. Elle brillait sous le soleil de l'après-midi. L'Institut des arts Delacroix Sterling, dédicace aux rêveurs à qui l'on a dit qu'ils n'étaient pas assez. Une voiture noire élégante s'était arrêtée sur le trottoir. Une journaliste du Monde en était sortie. Elle avait un rendez-vous pour une interview exclusive. Mademoiselle Sterling, avait dit la journaliste, regardant autour d'elle avec admiration. C'est inattendu. Cette propriété est évaluée à 50 millions d'euros. Vous auriez pu en faire un complexe hôtelier, un siège social, n'importe quoi. Pourquoi une école d'art pour des jeunes défavorisés? J'avais essuyé une tache de peinture bleue de ma joue. J'avais levé les yeux vers la maison. Dans la fenêtre de la chambre principale, autrefois le sanctuaire de Sophie, je pouvais voir un groupe d'adolescents apprendre le design graphique sur des ordinateurs à la pointe de la technologie. Mon ex-belle-mère m'a dit un jour que l'art n'était pas un vrai métier, avais-je dit, un petit sourire satisfait jouant sur mes lèvres. Elle m'a dit que les seuls biens qui comptaient étaient des actifs. Elle a dit qu'ils possédaient les toits de Paris. J'avais fait un geste vers les enfants, vers le chaos, vers la joie qui remplissait l'air. Je voulais lui prouver qu'elle avait tort. Elle a utilisé cette maison pour exclure les gens. Je l'utilise pour faire entrer les gens. J'utilise son héritage pour financer la prochaine génération d'artistes qui peindront les horizons qu'elle ne savait que payer.
La journaliste a souri. C'est une belle vengeance. Ce n'est pas une vengeance, avais-je dit, reprenant mon pinceau et me tournant vers ma propre toile. La vengeance est amère. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Et aujourd'hui, je ne sais pas trop. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur, surtout quand cette histoire de contes aux Caïmans est revenue me hanter. Richard, Pierre, comme s'appelait-il, avait une fois, dit Laurent. A-t-il vraiment tout volé ou était-ce plus complexe? La quête de justice est un dédale. Quant à Julien, je l'ai revu de loin parfois. Il a l'air de se débrouiller. Est-ce que j'ai pris la bonne décision en refermant la porte si sèchement? Je ne sais pas. L'amour n'est pas une formule mathématique. On ne peut pas juste effacer et recommencer, surtout pas quand le passé est fait de tant de faiblesses. Mais j'espère qu'il trouvera son chemin, un chemin sincère. Et vous, qu'en pensez-vous?